Alors, avant que nous passions au network, est-ce que vous avez des questions? Non? Alors on attaque, hein, sachant qu'encore une fois, je ne suis absolument pas un spécialiste des réseaux. C'est juste que depuis super longtemps, chaque fois que je vois un réseau, je comprends rien en fait. C'est-à-dire que je ne vois rien, ça m'énerve, et je ne sais pas poser les questions, et je n'arrive pas à déceler la moindre information dans un réseau. Et donc je me suis dit que j'étais pas normal du tout. Et donc j'en étais resté là, et puis Alain m'a dit que peut-être finalement ça vaudrait le coup de regarder pourquoi je n'étais pas normal, et donc c'est ce qu'on va faire ce soir, un secteur rapide groupe. D'abord, il faut savoir que d'un point de vue statistique, il y a plein de défis sur mesurer des choses statistiquement sur un réseau. C'est pas du tout bien établi ces choses-là. On connaît 2-3 indices, centralité, le degré, etc. dont je ne vais pas parler ici, mais sachez que quantifier un réseau, c'est pas du tout fastoche. Enfin, les gens ne sont pas d'accord. Autant sur une population, vous savez que la moyenne, c'est la moyenne, quoi. Après, vous pouvez discuter si vous prenez les moyennes pondérées, si vous prenez les outliers, si vous tenez compte des zéros, si vous enlevez, etc. Mais au moins, la moyenne, c'est la moyenne. Sur un réseau, le principe même de quel est le point central, donc je vais faire la correspondance plutôt avec la médiane, par exemple. Sur la population, vous savez, la médiane, c'est l'individu, il y en a la moitié plus petit et l'autre moitié plus grand. Sur les réseaux, l'individu central, c'est des bouquins comme ça. Ça dépend, les gens ne sont pas d'accord, c'est pas facile à déterminer. Et vous avez probablement des experts dans la salle, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement établi, c'est assez compliqué. Et en plus, c'est très long à calculer aussi. Donc bref, c'est difficile de faire de la stat sur les réseaux. Ou tout du moins, d'avoir une information statistique sur des réseaux. Il y a plein de types de réseaux. Moi, je vais vraiment me concentrer sur des trucs très très classiques, parce que j'y connais pas grand-chose en fait. Quelles questions on peut poser à un réseau? Alors c'est là que vraiment on attaque le gros du truc, c'est que quand je vois un graphe, qu'est-ce que c'est les questions qui m'intéressent? Et vous avez déjà vu des graphes, des représentations de réseaux. Et qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Ça. Vous voyez, sur une carte, on peut se poser, est-ce que tel État a voté? Voilà. Sur un histogramme, on peut se poser la question, tiens, est-ce qu'il y a plus de monde là, plus de monde là? Tous les graphiques ont leurs questions par défaut. Sur un réseau, c'est pas si évident que ça, le type de questions comme je pose. Et je ne vous parle pas de l'évolution de réseau. Le réseau adapté, T plus 1, T plus 2. Donc beaucoup des questions sont floues ou pas vraiment formulées sur les réseaux. Alors là, tu prends toujours le problème à l'envers. Oui, je fais exprès en fait. En fait, tu as une problématique, tu vas prendre ton réseau pour répondre à ta problématique. Pas l'inverse en fait. Alors, oui et non. Oui et non. Tu n'as pas forcément une problématique, tu as des données. Moi j'ai des données. À ce moment, dans ces données, une problématique qui te dit quelle est la description de mon réseau. Et à ce moment, c'est très usuel en fait. C'est-à-dire qu'on va aller chercher d'un point de vue topologique, d'un point de vue blablabla. Et finalement, c'est répondre à des questions très précises. C'est-à-dire quelle est la distribution de mes sommets en termes de nombre d'arrêts en 30, 100, enfin, c'est des stats classiques au final. Mais la question c'est, d'abord, ça m'apprend quoi? Et deuxièmement, comment je représente ça? Comment je communique ça? Alors, dans un premier temps, tu explores ton réseau, donc tu as juste des informations descriptives de ton réseau. Et c'est le premier challenge de... Oui, le nombre de degrés, la distribution des degrés, etc. Mais je peux vous montrer les distributions de degrés. Ça dit quoi sur les individus? Ah si, d'un point de vue topologique, tu vas savoir si tu es dans un graphe petit monde, un graphe je sais pas quoi, ou un truc juste aléatoire. Oui, mais... Et ça, ça te donne déjà beaucoup d'informations. C'est une information de structure. Mais c'est fondamental pour un réseau. Alors, on va voir ce qu'on entend par réseau, parce que j'ai probablement... c'est pas que j'ai pas probablement, c'est... À l'heure actuelle, les informations qu'on récupère ont des informations de type réseau, où on peut créer des informations de type réseau. Et une des questions qui se pose, mais c'est vachement intéressant ce que vous dites, c'est aussi pour ça que je fais la progression, c'est pour avoir... Vous avez des informations de type réseau. Par exemple, on a toutes les informations du meetup, ça y est, on a des informations de réseau. Tout le monde est en réseau, on va voir quel type de réseau c'est. Qu'est-ce que je fais de cette information? J'ai l'impression qu'il y a de l'information à exploiter. Qu'est-ce que je peux en dire? Qu'est-ce que je peux en tirer comme information? Quelles questions je peux poser? Je peux dire, il y a tel degré, le maximum de distance entre machin et machin, c'est tant, lui est central, lui est... Mais quelle information et comment je vais le représenter pour communiquer en disant, vous voyez, le réseau Meetup, il est super.
Voilà, c'est ça un peu ma problématique, c'est qu'on récupère de l'information avec une information de réseau. Donc je vais définir dans un instant ce que j'entends par réseau, parce que c'est vachement vague. Hein. Et comment je fais pour l'utiliser? Le réseau ne vient pas à moi, voilà, je viens récupérer cette information-là. Et je vais dire autre chose qui m'a échappé à l'instant. Ça va me revenir probablement. Donc la problématique, elle est un peu comme ça. Quoi. Comment on fait pour récupérer cette information? Et qu'est-ce qu'on peut voir avec partir de ces informations? Le décodage d'un réseau, encore une fois, tel qu'on les voit pour la plupart des réseaux qui sont produits sur le web, il y en a d'autres, hein, je suis d'accord, hein, c'est difficile à décoder. Je vais vous montrer des exemples, vous allez voir, moi c'est mon problème. Donc, on a répondu à la question, est-ce que c'est un réseau ou une carte? Ça dépend de la question qu'on pose. Et ça, on peut très bien avoir comme se servir de cette information qui, au départ, est une information qui connecte des points à des points, en se disant, mais tiens, j'ai des connexions entre des lignes, donc peut-être avec des compagnies aériennes, donc entre des gens, et donc finalement, j'ai des informations de réseau qui m'arrivent par paquet entier. Comment je peux les exploiter? Qu'est-ce que je peux en faire? Et je suis d'accord que la structure du réseau... Pour moi, c'est plus une carte, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un réseau, c'est vraiment une carte. Mais tu peux en tirer des informations? Ouais, tout à fait. On encode vraiment la position géographique. Ouais. Il existe des réseaux, pour le coup, où on va utiliser un autre algo de dessin. Absolument. Pour aller classer réellement les points. Et comme tu dis, suivant la question qu'on va se poser, je vais plutôt m'intéresser à quels sont les œuvres. À ce moment, l'algo de dessin que je vais utiliser, je ne vais plus mapper les positions géographiques. Je vais mapper autre chose, et à ce moment, ça va me mettre en cluster central. Voilà. Et du coup, on va perdre la topologie, et c'est bien ça le problème. Alors, on va gagner une autre topologie. Là, on va perdre la topologie géographique, mais on va gagner une autre topologie. On va y venir, parce que peut-être que ce discours, on peut l'illustrer, enfin je vais essayer d'illustrer. Je suis assez d'accord que là, c'est une carte, mais si vous récupérez ces données-là, vous pouvez être tenté de regarder et de dire, tiens, j'ai aussi des informations qui sont du type réseau. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Je veux dire, si on a de plus en plus d'informations de réseau, et si on entend le mot réseau, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait connecter plein de choses entre elles et se dire, ah tiens, j'ai des données de type réseau. Oui? Moi, je trouve que sur ce genre de carte, en fait, il n'y a pas tellement d'informations. En fait, on joue plutôt sur... j'allais dire une espèce de wow effect, on dit regardez, il y en a plein, il y en a beaucoup, et puis en plus c'est joli. Ah bah non, tu peux te poser la question, quel est le plus court chemin de la Floride à l'Alaska? Avec ça? Bah ouais. Bah si. Moi je vois... Ou quel est le plus long? Comment ça? Si vous aviez les données de ça, vous pouvez, hein. Oui, non, mais là, en regardant la carte. Ah si, alors en regardant la carte, tu peux pas. En regardant la carte. Non, mais les données, par contre, te permettent de répondre à ce genre de questions, normalement. Mais la carte ne permet pas. Moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, un paquet d'avions. Il y a effectivement des endroits où il y a des gros hubs, ce que tu disais tout à l'heure. Et en plus, c'est sympa, c'est une bonne gueule, quoi. Non, mais je suis d'accord. Mais ça me donne pas beaucoup plus que ça, quoi. Si, ça te dit quand même que tu as des points qui sont relativement isolés, qui vont être... Là, par exemple, le point là-haut, on voit bien que c'est un hub qui va distribuer très localement. Voilà. Là, on le voit, ça. Ouais. Donc. Ah oui, tout à fait. Donc tu peux, si tu peux représenter ça et représenter d'autres choses, là tu la représentes sur une topographie qui est la carte, et tu peux représenter autre chose si tu t'intéresses à autre chose, à d'autres questions, et la représentation ne sera pas la même. Tu n'auras plus envie d'avoir la topologie, parce que la topologie, comme je viens de le dire tout à l'heure, elle a ses limites aussi. C'est que tu vois, tu as des surimpressions, tu as des machins, tu vois, pas grand chose. Il y a un intermédiaire entre la carte et le réseau, qui à mon avis est connu de tous, c'est le plan de métro. Parce que le plan de métro, c'est à la fois une information de connectivité entre points, où la distance entre deux points n'est pas représentative du temps de trajet de la rame de métro. Et en fait, entre les deux, il y a ça. Ouais. Mais tu perds des infos. Et il y a quand même une topographie sur la carte de métro, même si elle n'est pas respectée. Et la carte de métro est une carte. C'est une carte. Et quand on regarde une carte de métro d'une grande ville, en fait, on est impressionné de l'effort de créativité qu'ont fait les gens qui ont conçu ces cartes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve plein de trucs du genre des cartes d'internet qui sont que des cartes de connexion entre individus, ou la carte, qui sont représentées sous la forme de carte de métro. Tu as des packages qui te permettent de faire ça. Parce que c'est une simplification et qu'on se sert d'une espèce de topologie. Alors on va mettre Google au milieu, etc. On va mettre des gens dont on sait qu'ils sont au milieu, ou qu'on va déterminer qu'ils étaient au milieu, etc.
Mais encore une fois, c'est une façon de se simplifier la chose, et je suis entièrement d'accord. Alors on va revenir un petit peu au début, parce qu'on a avancé un peu. Ce que j'ai trouvé comme définition de network, c'est une collection de choses interconnectées. Donc on ne peut pas faire plus vague. Et en même temps, c'est assez vrai, quoi. Et donc ça ouvre un océan de possibilités. Vous êtes tous dans 25 000 réseaux, vos téléphones encore plus, etc. Voitures, bref. Et on a plein de données là-dessus. Alors, des types de réseaux, alors c'est du genre... voilà, je ne vais pas rentrer beaucoup là-dedans d'abord parce que voilà, on peut vraiment passer des heures à lire des tas de bouquins. Mais globalement, vous avez des réseaux de connexion, hein, de John et Kate, etc. Et puis vous avez des réseaux bipartites. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. Voilà, je connais Jim, Jim connaît Kate, John connaît Kate. Alors celui-là, il est orienté, hein, donc c'est plutôt du genre Kate doit de l'argent à John, Paul doit de l'argent à Paul, etc. Et là, ils se doivent de l'argent mutuellement. Je ne sais pas comment c'est possible, mais imaginons. Et ça, c'est le genre de réseau que l'on a de plus en plus. C'est Paul, Kate et John ont assisté au meet-up HP, et puis John, Jim et Jill ont assisté au meet-up sur je ne sais pas quoi. Et donc à partir de ce moment-là, eux, ils sont connectés entre eux. Alors on est connectés. Donc il y a des informations entre nous, et peut-être cette information est utile. Donc évidemment, depuis ce réseau-là, depuis un réseau type bipartite, on obtient un réseau d'adjacence en supprimant en fait ces éléments qui ne sont pas le même ordre d'un point de vue entité. Ça sont des individus, ça peut être des firmes, ce que vous voulez. En supprimant les endroits qui ont permis de faire ce réseau, et en s'intéressant qu'aux individus, ben vous arrivez à un réseau d'adjacence. Ça, c'est juste pour faire un tout petit peu de théorie. On ne va pas en faire beaucoup. Hein. Mais globalement, ça permet de dire qu'il y a plein de gens qui sont connectés entre eux. Voilà. Et on voit pas mal ça. Alors, il y a des réseaux qui sont des réseaux... comment dire en français? Non dirigés. Ouais. Et des réseaux qui sont dirigés. Donc du type, voilà, si je l'ai dit tout à l'heure, machin se connaît, etc. Eux ils se connaissent et eux ils se donnent de l'argent. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de ça, mais il faut juste savoir que ça ne se représente pas forcément pareil. Quelques familles donc, de graphes classiques, donc ici tout le monde est connecté avec tout le monde. Ici, alors il y a le titre, voilà. Ça c'est en forme d'anneau, donc je connais mon voisin, je connais son voisin, etc. Il se trouve que ça roule, une rue circulaire. Des réseaux qui sont de l'ordre tree. Alors celui-là, on aurait envie de le représenter un peu différemment, puisque vous voyez que de ce point partent des connexions à droite, à gauche. On peut le représenter différemment et ça fait un joli arbre, comme on le connaît. Puis des réseaux centralisés, type hub d'avion. Hein, donc lui est connecté à tout le monde et les autres sont connectés à lui. Pourquoi je montre ça? Parce qu'éventuellement, quand on va représenter des graphes, peut-être qu'on va réussir à identifier ce genre de graphe. Sur des sous-parties de mon graphe. Bon, c'est quand même un peu chaud parce que celui-là, je peux le représenter comme ça, mais je peux le représenter de plein d'autres façons. Celui-là, il est assez caractéristique. Celui-là aussi. Donc, de connaître déjà des éléments de base, ça peut nous aider. Encore une fois, ça fait partie d'un bouquin de Kolaczyk et Xardi qui est vachement bien, qui présente les graphes, y compris leurs propriétés, et comment les représenter au-dessus. Alors on va partir sur un exemple que j'avais déjà présenté, mais sur lequel j'ai travaillé un petit peu plus. Donc on va s'intéresser aux Misérables. Donc typiquement, les différents volumes des Misérables, il y a des personnages qui sont connectés avec d'autres personnages juste parce qu'ils sont dans le même chapitre. Donc il y a quelqu'un qui a collecté ces données-là. Donc, type de données, on a vraiment beaucoup à l'heure actuelle. Hein. Les clients d'une banque, tout ce que vous voulez. Donc les nœuds seront les individus et les liens, ça va être la force entre les individus, c'est-à-dire le nombre d'occurrences, le nombre de fois où deux individus se retrouveront dans la même page ou dans le même chapitre, je ne me rappelle plus. On peut colorier les nœuds, on peut leur donner une couleur qui est, par exemple, à quelle famille ils appartiennent. On peut utiliser un algorithme de type, alors pareil en français, je ne sais pas comment on dit, force répulsion. Ressort, ouais, ressort. Ça dit bien ce que ça veut dire, du coup, ressort. Pour représenter ça. Et après, alors, je vais vous expliquer comment. Sur une représentation faite avec des 3.
ça marche cette histoire-là. Voilà. Alors, chaque petit point coloré est un personnage des Misérables qui est en train de se mettre en place. Et en fait, voici une représentation de ce réseau par ce graphe de type ressort. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme les points sont colorés par famille, on voit quand même qu'il y a des familles qui interagissent plus ou moins avec les individus. Alors, une des beautés de cette chose-là, c'est que on peut bouger... Ah ouais, tiens. Voilà, on peut bouger des points, juste bien viser. Voilà, on peut viser des points et l'arrangement va changer. Alors, je voudrais le changer beaucoup, moi. Voilà, je vais faire un gros machin pour tout bouger. Alors, évidemment, en prenant au milieu, c'était peut-être pas une bonne idée. Prendre sur les bords. Voilà, ça c'est le même graphe. Ça, c'est aussi le même graphe. Je vais le laisser stabiliser après. Alors vous comprenez bien pourquoi ça s'appelle ressort ou force dirigée, c'est que je peux le faire tourner ce graphique. Tête en bas, je peux mettre cela un peu au milieu. Je vais attendre qu'ils y arrivent. Allez, venez au milieu là. Voilà. Voilà. On va descendre un peu. C'est le même graphe. Alors pourquoi c'est un peu perturbant? Bon, d'abord parce que, à part quelques petits exemples, comme par exemple ici, on voit très très bien une structure tout à fait particulière. Sinon, qu'est-ce qu'on peut poser comme question à ça, quoi? Bah, on voit les groupes quand même. Oui, parce qu'ils sont colorés, ouais. Non, pas que. Bah, On voit les clics. Ils sont dans l'espace. Ouais, ouais. Ah, mais dans l'espace, alors voilà. Une des questions, c'est... Ici, l'espace, je ne peux plus rien dire, hein, on est d'accord? Ah non, l'espace, il n'y a pas de topographie. C'est pas parce que lui... Ah non, mais comme Ah non, mais... l'algo de spring électrique va justement te regrouper les... Attends. Pourquoi lui est proche de lui, alors que tu vois, il n'y a pas de connexion entre eux, là? Lui et lui, pourquoi ils sont proches? C'est pur hasard. Pur hasard. Ah non. Ah si, non. bah la preuve, regarde. Alors, c'est pas pur hasard. hasard, c'est pur algorithme non déterministe. D'accord? Mais c'est pas... Non, non. Non, voilà. C'est que là, dans cette représentation, c'est une des multiples représentations du même graphe. Et ça, c'est toujours un peu perturbant de se dire, mais machin, ils sont à côté, mais bon, voilà, mais pourquoi ils sont à côté? Pourquoi lui, il est au milieu? Ah bah oui, si, il y a une raison. Alors, comment ça marche cette histoire? Parce que tout le monde ne sait pas forcément comment ça marche. Alors, vous avez peut-être vu qu'au début, quand j'ai lancé, en fait, tous les points étaient un peu n'importe où. Donc, en fait, la façon dont fonctionne cet algorithme, j'ai perdu ma zapette, c'est... bon, alors, j'ai posé quelques questions, je les poserai après. Je vais d'abord expliquer comment ça se passe. Non, poser les questions. C'est jamais le même graphe. Hein. C'est-à-dire que j'ai testé, et pourtant il n'y a pas énormément de personnages. Vous tombez sur pas forcément le même graphe. En plus, il peut tourner la tête en bas, ce que vous voulez. Ça, je considère que c'est pas le même. C'est toujours le même graphe, c'est pas la même représentation. Voilà, alors pardon. Alors excusez-moi. On peut retrouver la même représentation. Voilà. Donc, moi dans mon vocabulaire, j'utilise souvent graphe pour graphique. Aux visualisations, c'est trop long. Donc c'est jamais le même graphique, c'est toujours le même graphe. Et c'est toujours les mêmes données. On est entièrement d'accord. Désolé. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Les positions spatiales ne sont pas représentatives d'attributs des individus. Vous pouvez voir un individu en haut, à gauche, en bas, à droite. C'est pas représentatif de l'individu. C'est que sa position relative qui va être représentative de cet individu, et encore. Mais normalement, oui. Hein, on est d'accord. Encore une fois, je n'ai pas critiqué, c'est vachement difficile. La proximité des nœuds, donc des individus, veut parfois dire quelque chose, parfois pas. Parfois, c'est juste parce qu'il y a des règles qui font que des individus sont repoussés, ou d'autres attirés à certains endroits, que des individus se trouvent proches. Comme ce que je vous montrais tout à l'heure. Il n'y a pas de relation particulière entre deux, ils sont à côté, ben, peut-être ça a du sens, peut-être ça n'en a pas. Et ça, c'est troublant. Vous m'arrêtez quand même si je dis des conneries. Hein. Je suis assez tranquille sur le fait que vous allez m'arrêter si je dis des conneries. Une des grosses questions, et je l'ai annoncé au début, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre là? Ouais. Moi j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnages clés dans ce ouais, roman. ouais. On sent qu'il y a des leaders. Ouais, on sent qu'il y a des leaders et ils sont connectés avec qui et qui, c'est une des questions. Est-ce qu'il y a des clics? Est-ce qu'il y a des sous-réseaux? Ok. Ouais, je suis d'accord. Je ne vais pas aller plus loin.
Non, non, mais très très bien. Hein. Encore une fois, Après, tout dépend. C'est toujours pareil. maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on compare en fait? Puisque les graphiques sont des comparaisons. On va comparer quoi avec quoi? C'est La pas relation forcément pour entre comparer. Pardon? C'est pas forcément pour comparer. Là, pour moi, mais je viens de l'informatique, donc Oui, forcément, j'ai non, pas non, la mais- même approche. Quand on a un objet complexe, on le représente, on le visualise sur différentes façons, mais pour l'appréhender. Et donc, par exemple, si on voulait voir les groupes, identifier des groupes ou explorer des relations, voilà, on fait tourner le réseau, il y a plusieurs algorithmes pour le représenter. C'est une façon de séparer les nœuds de Tout à fait. l'algorithme ressort. Donc en fait, on veut essayer de visualiser des patterns, des choses qui vont être significatives. Une des façons. Il y en a plein d'autres. Bah, ouais, il y a les groupes, il y a un tout petit peu de structure. Soyons pragmatiques. Si on dit c'est une représentation pour représenter Les Misérables, on peut représenter un autre livre. Si c'est un huis clos à 3 personnages, on va tout de suite voir la différence. Oui, parce qu'il y aura 3 personnages. Et Et par voilà. contre, si tu mets le même nombre de personnages, Et si on met par exemple Star Wars, parce qu'il existe les mêmes données sur tous les personnages de Star Wars, ce serait intéressant de les mettre côte à côte. Voir si- oui, oui, et tu vas voir qu'ils sont différents. Ils sont différents, mais est-ce qu'il y a... Voilà. La question c'est comment on les compare. Voilà, une des questions c'est comment on les compare et quelles questions on peut poser. Donc je suis d'accord, les questions des groupes, des individus, des choses un peu singulières, des patterns, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord, oui, ça me paraît évident, c'est ça qu'on peut voir. Ok. Après, je vais avancer un tout petit peu et on va voir si le petit raisonnement, ou du moins ce que je vous propose là, vous parle aussi ou pas. Alors il y a une alternative avec des béziers, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des traits droits, on a des traits incurvés. Et alors c'est rigolo parce que, bon, je ne vais pas vous le montrer là parce que sinon on n'est pas sorti. C'est pas encore une fois, c'est pas le même graphique et c'est le même graphe. Ça donne pas la même impression. On voit des choses voilà, moins connectées, etc. D'ailleurs, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas faire des béziers sur la base de la perception par l'œil. Et encore une fois, comment on peut tester des choses? Je vois un groupe, mais est-ce que je peux vraiment tester que ce groupe, il est... voilà, qu'est-ce que je peux tester sur ce groupe? Il y a un groupe. Alors, comment ça marche? Alors, pour faire ces représentations, la première chose, c'est on prend les nœuds, on les met aléatoirement dans l'espace, avec un certain nombre de règles. On rattache les nœuds entre eux, évidemment, avec des ressorts qui s'attirent en fonction, d'autant plus que la relation entre les deux individus sera forte. Et on met sur chaque nœud une petite force, comme une petite force électrique, qui repousse tout ce qui vient de l'extérieur, avec une certaine force aussi, en fonction de je ne sais pas trop quoi, en fait, à vrai dire. Donc, les nœuds Et au passage, se repoussent entre eux. Pardon? La charge électrique attire aussi. Et là, alors, voilà, la charge électrique alors, attire et puis en même temps elle ressort. Moi j'ai cru comprendre que la charge électrique elle repoussait en fait. Hein. Si c'est des plus. Voilà. Faire l'un et l'autre, oui. C'était voilà. Mais après, encore une fois, il y a des raffinements à l'infini de ces C'est vraiment de choses-là. la physique pure. Voilà. Oui, ça dépend des polarités, je suppose. Voilà. Mais moi, dans les trucs simples, ce que j'ai vu, c'était qu'il y avait un côté qui pousse et puis un côté qui tire. Et du coup, je me dis effectivement, il y a des équilibres qui se trouvent. Et puis, il y a d'autres types de règles. Mais globalement, les règles de base pour ce type de graphe, c'est ça. Et une fois qu'on a mis ces règles en place, ces points aléatoirement, on itère. Et se passe des équilibres, ou un équilibre, qui est un déséquilibre, parce qu'il n'y a pas toujours un équilibre unique. Je suppose qu'il y a des théories là-dessus. Mais on sait que d'une part ça prend du temps, et d'autre part c'est pas toujours la même représentation. Et en plus, c'est jamais la même à une rotation près. Voilà. Donc c'est pas toujours le même graphique, c'est toujours le même graphe. Et on peut tomber sur des équilibres. Alors globalement, voilà une représentation, c'est-à-dire ici vous avez des ressorts, et puis là vous avez des charges qui se repoussent. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé de plus physique en fait, hein. C'est basé sur des modèles physiques, traction, répulsion, etc. Alors maintenant, d'un point de vue visualisation, il y a des règles pour que ces choses-là soient lisibles. Et on va voir que ces règles ne sont pas du tout anodines, enfin moi il me semble. D'abord, une des règles que j'ai lues, tout du moins, chez ces gens-là, dire que les nœuds les plus connectés, on va plutôt les mettre en milieu. Les moins connectés, on va essayer de les mettre plutôt vers la périphérie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire algorithmiquement, mais on va voir ça. Ensuite, il y a des règles esthétiques. On va essayer de minimiser les croisements
d'arête, voilà, merci. On va éviter la superposition et on va essayer d'avoir des choses symétriques. Alors celle-là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai lu chez cette charmante demoiselle, mais je ne vois pas ça vraiment complètement en pratique. Et on va essayer d'avoir des choses qui sont plus ou moins uniformes en termes de longueur, c'est-à-dire que si deux personnes sont connectées 25 fois ensemble, et qu'à un autre endroit il y a deux personnes connectées 25 fois ensemble, on aimerait avoir exactement la même longueur. Et c'est pas forcément évident parce qu'il y a peut-être coincé avec des voisins, etc. Donc voilà les règles mises en pratique. Donc pas de croisement, on voit bien que ça, ouais, ça c'est difficile à lire, ça c'est plus facile à lire. Ici des longueurs égales si on considère que les relations sont les mêmes, on va supposer que les relations sont les mêmes. Pas d'overlapping, donc on essaye d'éclater, et puis là vous voyez en plus ça croise, donc ça c'est mieux que ça. Et une règle de symétrie en se disant, bah oui, si c'est des forces physiques, on voit bien qu'au bout d'un moment, si on laisse ça comme ça va s'équilibrer pour répartir. Ok. Alors quand on fait ça, quelques petites choses sur les données, mais je voudrais pas aller trop vite. On peut stocker les données de plein de façons différentes. Ça c'est la façon la plus lourde, c'est-à-dire que là on a vraiment une matrice de connexion entre A, B, C, D, E, donc on sait que A est connecté, alors en plus c'est un réseau orienté, donc B est connecté à A, C est connecté à A, etc., etc. Donc vous avez une matrice très très vide, et vous pouvez stocker vos données comme ça, c'est pas forcément le plus efficace. Vous pouvez plutôt dire que voilà toutes les connexions de B à A, de B à E, et vous répétez comme ceci toutes les liaisons. Donc en fait chaque ligne est une liaison. Au lieu d'avoir une ligne par nœud, vous avez en fait une ligne par liaison. Vachement plus économe, vachement plus efficace. Ça dépend de la question toujours. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, alors je connais rien du tout, mais voilà. Alors, on peut stocker les données de plein de façons, et je suppose qu'à chaque fois, il y a des choses différentes. Ici on peut avoir des poids du coup, plus facilement. Dans la matrice aussi, au lieu d'avoir des 1, on peut avoir des poids. Vous pouvez aussi faire des chemins comme ça, là, B, A, E. Alors, B, A, E. Alors, je sais pas pourquoi ça marche comme ça. Ça, j'ai pas bien compris, donc on va laisser tomber. Ouais, c'est origine-destination sur donc, faire tous les chemins, etc. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre des attributs de couleur qui correspondent à des tailles, par exemple. Donc, faire un peu de. Donner un petit peu plus d'informations sur l'individu qui est là. Soit en termes de réseau, soit en termes d'autres informations. Par exemple, cet individu est venu 45 fois à Meetup, mais a rencontré toujours les mêmes personnes. Donc cette information peut être importante, je la stocke et j'aurais peut-être envie de la représenter soit par une couleur, soit par une graphique. Alors maintenant, voilà, là j'ai un peu grillé le truc, je vais représenter Les Misérables de nouveau, mais sous une autre forme. Ah ben il faut que je clique, ouais, pardon. Il faut que je clique là-dessus et que je sois un peu rapide. Voilà. Une autre façon de représenter les mises. Ah merde, je veux pas qu'il fasse ça. Ouais, il l'a fait trop tard. Une autre façon de représenter les misérables, c'est de les classer comme on fait tout le temps, par ordre alphabétique, là, et de mettre sur une grosse matrice leur connexion, et puis tant qu'à faire de mettre des couleurs. Alors pourquoi des couleurs différentes? Je suppose que ça indique la fréquence, ou c'est les groupes de famille. Les groupes de famille, voilà. Les groupes de famille, vous y voyez pas grand chose, avec en plus une information que vous voyez très bien et qui est complètement inutile, qui est la diagonale. C'est une matrice symétrique, hein. Donc Oui. la moitié du graphe, on s'en fout en fait. Et même la diagonale est incomplète, et qui est pourtant le truc le plus visible. Petite parenthèse, dans un réseau, si vous faites votre réseau Twitter ou LinkedIn par exemple, l'information que vous connaissez et que vous n'avez pas besoin de représenter, c'est vous connecter avec les gens qui sont dans votre réseau. Or, quand les gens font leur réseau LinkedIn, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se mettent eux, bien au milieu, et ils prennent toutes les connexions avec tous les gens. C'est une information inutile. Celle-là, elle est évidente, elle est dans le titre. Donc ça nuit à la représentation, et en fait... Hein? Oui. Là, c'est pareil, on représente la diagonale, c'est rien. Par contre, la chose rigolote, c'est qu'effectivement, au lieu de représenter ça comme ça, par nom, on peut soit par fréquence, soit, c'est encore plus rigolo, laisser un algorithme de clustering, c'est-à-dire faire des groupes, et regarder qui est en relation avec qui, et comme par hasard, on retrouve des relations entre familles. Donc là, évidemment, on a
on a des carrés, mais on voit que en dehors des carrés, il n'y a pas grand monde qui communique en dehors des carrés. Donc les familles se parlent entre elles, mais il y a des individus qui parlent à plein de gens. Ceux-là, celui-là. Comment il s'appelle celui-là? Ah, Valjean, tiens, c'est rigolo. Je l'ai là aussi d'ailleurs, on le voit mieux horizontalement. Voilà, on peut voir des individus ici. Tiens, c'est qui celle-là? Ouais, bon, bref, je ne connais pas bien les mots. Nous avons la même information en termes de données. Nous avons deux représentations différentes qui visuellement nous apprennent des choses peut-être différentes. En termes de, est-ce que je veux voir des groupes? Je vois des groupes. Enfin, je les vois. Je vois des relations plus ou moins fortes. Bah ouais, plus ou moins fortes. Alors, sauf qu'il y a des choix de couleurs qui sont juste des choix de famille que moi j'aurais pas mis, mais bon, peu importe. Et ça illustre aussi le fait que quand vous triez l'information avec un critère intelligent, l'information apparaît beaucoup plus facilement que quand vous ne triez pas. Et pour moi, c'est un des problèmes des réseaux, c'est qu'on ne peut pas tellement trier parce qu'on n'a pas vraiment une bonne topo. Enfin, on n'a pas une topographie, mais on va voir que peut-être il y a des solutions pour ça. Oui, mais sur la représentation précédente, vous avez les groupes. Ouais. On avait les groupes, on avait les personnages clés. Ouais. Non, mais tout à fait, on les voit les deux. Juste les noms. D'ailleurs, on les voit les noms, là. je trouve. Là, on a les noms. Alors, après, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, savoir Jean Valjean, combien de personnes il est connecté? Ben là, c'est pas trop dur. Hein. Tu peux même mettre le nombre en face si tu veux. Je te remonte l'autre. Ouais, mais. Ouais, je veux Et dire. là, c'est mieux. Est-ce que je l'ai là l'autre? En fait, pour le coup, tout ce qui est le lien comme ça, c'est beaucoup plus axé connectivité, justement. Oui. Et tout ce qui va être matriciel, ça va être plutôt sur les attributs des données, des groupes, les choses comme ça, où là, peut-être, c'est plus visuel. Mais encore une d'un point fois, de vue connectivité, c'est beaucoup mieux ça. on est d'accord, et encore une fois, ça dépend de la question qu'on veut se poser. Quoi. Je suis entièrement d'accord. C'est juste que moi, quand je vois ça, j'ai du mal à avoir autre chose que les groupes. Quoi. Et je me dis, mais pourquoi on fait un graphe alors que moi, les groupes, je sais les voir. Voilà, je sais faire des corrélations, je sais faire des classifications hiérarchiques, je sais faire des tas de trucs, quoi, en stat. Je sais faire d'autres choses. Mais, encore une fois, je ne voudrais surtout pas que vous ayez l'impression que je juge. J'essaie de présenter des facettes en disant, moi, ceci, et la question n'est pas la même. On en voit des graphiques comme ça. Alors, il y a d'autres défauts à ces graphiques-là, quand même, qu'on ne peut pas nier, c'est... enfin, on va les voir après. Hein. Donc voilà, là, ça illustre un des principes de visualisation qui est quand même l'ordre est important. Pouvoir ranger les choses dans un ordre qui a du sens, c'est super important. On l'a vu pour les états, pour les cartes, etc. Qu'est-ce qu'on peut identifier sur un réseau? Des clics. Alors, c'est pas le même réseau, c'en est un autre. Typiquement, ce qu'on voit là, ben oui, c'est ces individus-là, donc des clics ou des biclics, donc ceux-là sont connectés à ceux-là, etc. Je ne vais pas rentrer là dans le détail, parce que ça, je ne possède pas. Donc des groupes, ouais, tu as raison, Marie-Josée. Des groupes, des clics, des clusters, voilà, ces Et des gens-là. leaders. Et des leaders, ouais, alors il y a un leader là. Non, mais Il pourrait... sur le graphe des Misérables, on voit mieux le leader, par exemple, pour le groupe des Bleus que sur la matrice de corrélation, je trouve. Par exemple, là, c'est parce que on a un point de vue statistique, on sait très bien que dans les oranges, on voit qu'il y a un leader, mais il faut connaître un peu. Ouais. Alors que dans le graphe, Alors, on le trouve tout de suite. tout à fait, c'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que ça nécessite d'un peu réfléchir. Enfin, la visualisation, dans les deux cas, la visualisation nécessite un décodage, une compréhension de l'information qui n'est pas si évidente. Et c'est vrai que c'est peut-être un des problèmes, c'est que quand on présente un graphe, on a l'impression qu'on comprend exactement ce qui se passe. On a l'impression qu'on sait exactement comment est codée l'information. Bah oui, c'est des gens connectés, quoi. Et en fait, c'est vachement compliqué quand même, la façon dont les gens sont représentés. C'est beaucoup plus compliqué que le première image peut donner. C'est des types de graphiques qu'on avait parlé la dernière fois qui sont non congruents, quoi. C'est-à-dire on ne les comprend pas au premier coup d'œil. Celui-là non plus d'ailleurs, hein. C'est ce que je veux dire, mais... C'est là on sait qu'il faut se casser un peu la tête pour comprendre, quoi. Alors, une autre représentation que j'ai trouvée, toujours sur les mêmes données, c'est de dire, je veux voir des connexions entre individus, je vais les mettre horizontalement, alors complètement aléatoirement ici, puis vous allez voir que ça va changer, et je vais représenter leurs connexions comme ceci, avec ce principe de brushing qui est que la superimposition de plusieurs liens rend les liens de plus en plus épais, et donc visuellement on voit quand même des gens qui sont un peu isolés là, et puis des gens qui sont en même temps, celui-là qui est très connecté à tout le monde, et puis celui-là qui est très connecté à ça, etc. etc.
Alors c'est pas la carte définitive, parce que la carte définitive est de trier dans le bon ordre. Et donc là, on a trié en fonction des familles. Moi, j'aurais pas forcément fait ça. J'aurais trié, par exemple, d'abord le leader de la famille, et ensuite dans l'ordre inverse pour les autres, parce qu'on voit pas bien les petites liaisons là, peu importe. Il y a plusieurs façons de trier, mais au moins on a une topographie qui permet de trier. Moi, je l'aurais mis dans l'autre sens. Et moi, je l'aurais mis dans l'autre sens, parce que, c'est plus facile à lire. parce que visuellement, il n'y a pas de raison que l'axe horizontal soit privilégié sur l'axe vertical, et on lit vachement mieux. Le torticolis, ouais. Voilà. Autre graphique, même donnée. Est-ce qu'on a perdu de l'information? A priori non. Est-ce qu'on a la même... Voilà, sauf qu'on a utilisé la superposition en fait des nœuds. Alors en arrangeant les choses bien, hein, ça fait cette chose-là. Moi je ne connaissais pas cette représentation de réseau, j'ai trouvé ça assez rigolo. Je me suis dit, ah ouais, c'est sympa. Finalement, ça peut aussi permettre de comprendre des relations entre des gens, peut-être de manière un peu plus facile, tout du moins de manière plus lisible. Ça c'est clair. Il y a le même type de graphique, c'est juste on fait un cercle en fait. Voilà, ça arrive juste après. Ouais. Ouais. En fait, donc je vous représente un autre graphique pour vous illustrer le rôle de la topologie en fait, ou l'absence de topologie. Voilà un graphe type ressort. Alors c'est quoi? C'est voilà, 43 nœuds, 80 arcs, 80 arêtes, pardon. Bon. Voilà. Hein. Voilà. Alors on va le représenter le même, mais en cercle. Donc on va arbitrairement décider que ces gens-là sont en cercle. Alors pourquoi c'est en rouge? Je ne sais pas. Ouais, si on s'intéresse à un individu particulier. Oui, en fait, quand tu passes avec ta Voilà, souris, tu voilà. vois. On en a vu des trucs comme ça, hein, des choses comme ça. On en voit des choses comme ça. Et là, ce que je voudrais illustrer, c'est qu'en fait, bah, c'est pas mal un cercle, alors, sauf que c'est complètement arbitraire. Pourquoi ils sont en cercle, ces gens-là? Donc on les a répartis aléatoirement sur le cercle. Alors ça a un intérêt, c'est que peut-être c'est plus facile algorithmiquement, là je parle sous contrôle, une fois qu'on a défini la position spatiale des nœuds, de représenter les choses, c'est beaucoup plus simple. Honnêtement, c'est joli. Voilà. On va mettre le petit c'est joli, mais c'est littéralement inefficace. Ouais. Ça dépend, il y a les schémas des bactéries, ils les représentent comme des cercles et les liens entre les gènes sous cette forme-là. Mais c'est adapté dans ce cas-là, mais Ouais. pour une autre application, ça ne sera pas... Tout à fait. Là, ça On revient à la question. Voilà, ça dépend de la question. Là, je vous ai même pas dit ce que c'était, on ne sait même pas ce que c'est juste des représentations du même graphique, du même graphe, avec des graphiques différents. Et un des intérêts, que celui-là, on peut arriver à trier et à ordonner les points, les nœuds, autour du cercle en fonction des relations, en mettant à côté les voisins avec lesquels on est le plus connecté. Là, on voit un peu plus des choses. Je ne vous ai pas dit ce que c'était, on ne sait pas, et on ne voyait pas ça sur le graphique d'avant, ou alors on allait être un peu fort. Donc, encore une fois, j'ai découvert ça, moi, il n'y a pas si longtemps, de rajouter de la contrainte topologique permet de rendre des choses plus ou moins visuelles, notamment de pouvoir se servir de l'ordre. Alors pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des règles de non-croisement, etc. Parce qu'en posant ces règles et en faisant ces réseaux, ben c'est ça qui fait que les choses s'ordonnent d'une certaine façon et qu'on c'est pas forcément facile à comprendre. Là, on n'a pas donné toutes les règles de non-croisement, d'ailleurs ça se croise, tout ça, et on a laissé les choses plus, mais on a fixé un cadre. Alors, je vais bientôt plus pouvoir tenir à parler, mais je vais arriver à la fin. C'est la fin d'ailleurs. Et vous allez être frustrés parce que je ne vais pas vous donner des solutions pour faire des graphiques, ni des outils, enfin si vous voulez, je peux vous en parler à la fin. Mais j'ai identifié quelques problèmes sur les réseaux. En fait, j'ai explicité mes problèmes sur les réseaux. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'un réseau aléatoire. Moi, quand je vois un nuage de points aléatoires, je vois tout de suite, je peux me tromper, mais souvent, je me dis, tiens, là, on ne voit pas de relation évidente. Sur un réseau, voilà, ça c'est deux réseaux aléatoires. C'est les interactions qui sont aléatoires. Les interactions ouais, sont aléatoires. Mais comme ils sont positionnés dans l'espace aussi, voilà, les interactions forment la... Voilà. L'espace, c'est que de la représentation. C'est que de la représentation. Il n'y a pas de sens. Non, tout à fait. La même chose en cercle. Alors peut-être que là on voit qu'effectivement il n'y a rien, je ne sais pas. Mais peut-être que si on les trie, on va trouver quelque chose, je ne sais pas. Ouais, en plus, t'as pas le contexte. Voilà, non, c'est complètement aléatoire. C'est aléatoire. C'est des réseaux aléatoires. On a tiré aléatoirement. Quand on fait un graphe aléatoire, on définit le nombre de sommets qu'on veut, le nombre d'arêtes, et puis on lance le... Exactement. Et ça donne ça.
Par exemple. Et du coup, ça, on sait pas. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude de voir tout de suite que ça, c'est aléatoire. Bon, oui, c'est aléatoire en y réfléchissant, ouais, ok. On peut définir des graphes aléatoires et des contraintes, par exemple, un certain nombre de portions, et après s'en servir pour tester des algorithmes. Mais du coup, là, tu vois, l'idée de représenter graphiquement, c'est de pouvoir faire un test, c'est-à-dire pouvoir regarder un graphique et le comparer implicitement à un graphique où il n'y a rien. C'est chaud quand même, hein. Parce que... typiquement, si tu prends un spring électrique, l'algorithme de Ouais, ressort, tu l'appliques sur un graphe aléatoire, tu vas avoir une boule de poils. En gros, hein. Une pelote Avec, de si tu as beaucoup de connexions. Ouais. Ouais. Aléatoire. Ouais. Et au final, si tu prends un graphe de la vraie vie, en fait, tu vas quand même avoir des choses dedans. Il ne va pas être aléatoire. Ouais, peut-être tu as raison, ouais, sûrement. Un truc super important, c'est les graphes de la vraie vie. C'est-à-dire? Ils sont particuliers. Ils sont particuliers, en fait. De la vraie vie, c'est quoi les graphes de la vraie vie? Tous ceux de téléphone, des gens. Ah oui, bien sûr. C'est des vrais graphes. Ah mais ça, ce que je vous ai montré, c'était des vrais graphes avant. Ça là, je vous ai pas dit ce que c'était, mais c'est des vrais graphes. Ouais, mais ça c'est un graphe de la vraie vie. Ouais. Ça se voit. Non mais ça se voit tout à fait, mais quand tu vois un graphe de la vraie vie, pour savoir est-ce que ces gens-là sont beaucoup connectés, pas beaucoup connectés, est-ce qu'il y a des individus leaders et tout ça, faut que tu puisses comparer avec un graphe où il n'y a rien. Pas forcément. Ok. D'accord. Ok. 3 représentations avec 3 techniques différentes du même graphe. Voilà. Alors là, c'est un peu sans commentaire, effectivement. Suivant la technique qu'on utilise, on va pas voir les mêmes choses. Donc il faut faire très attention quand on fait des graphes à ce qu'on veut voir et à quelle technique on utilise, parce que ça ne donne pas du tout les mêmes résultats. Et ça, encore une fois, comme ces choses-là sont assez compliquées, enfin sont très compliquées, ces algorithmes, vous voyez, itératifs, etc. Avant de manipuler ça, il faut quand même avoir une petite idée. Ouais. C'est quand même la même problématique sur les cartes. Absolument. On sait toujours indiquer comment la carte est projetée, Ouais. et c'est une projection. Et pour celui qui regarde tout le temps le label Ouais. de la projection. Oui, mais là, effectivement, ça va te dire, là c'est sous forme de tuile, là c'est sur anneau circulaire, etc. À mon avis, et encore, ils n'ont pas fait de... Les composants permettent après d'explorer différents layouts pour voir les réseaux sous différentes façons. Donc, ce que j'ai vu, ça permettait d'essayer de... Tout à fait, hein. Moi, mon discours est de dire, attention, on utilise des choses qui font des outils qui font des choses très très jolies, et à la fin, il faut quand même savoir quelle est la question posée et comment ça va finir, quoi. Après, ce type de représentation, c'est fait pour les relations, en fait. Absolument. Si on revient à la matrice de tout à l'heure, on peut représenter les arbres pas sous forme de nœud lien, mais sous forme de trimap. En fait. Absolument aussi, une ouais. notion d'ensemble qui se rapproche beaucoup plus de la map géographique où on a une espèce de bol des continents, où on va avoir une décomposition ensemble. Absolument. En rajoutant de la structure, on cerne le problème et on se ramène à des choses qui sont plus connues, tout du moins plus faciles à manipuler pour le gars qui va décoder ça. Moi, je me suis mis, parce que je suis à la position du gars qui décode ça, il décode ça et décode ça, quelle information il en retire? Si je vous donne ça en 20 secondes, quelles informations vous allez en retirer? Mais des tableaux de chiffres, on en tire encore moins. On est d'accord, mais justement, tout le but de la visualisation, c'est d'arriver à trouver le bon truc pour la bonne question qui, en 20 secondes, est décodée et les gens comprennent. Et je suis d'accord que la problématique carte, réseau et même toute visualisation est la même, quoi. Comment on fait pour décoder cette information? Ensuite, la décoration peut aider, quoi. Donc en fait, ça c'est un club de karaté avec 2 profs, et si on sait que ça c'est les profs, on se rend un petit peu plus compte que là, les gens qui ont l'habitude peuvent voir qu'il y a, comme qui dirait, 2 sous-réseaux, un là, et comme si on coupe là, ça marche bien. Il faut méchamment avoir l'œil pour pouvoir s'en sortir, alors que là, en disant ça c'est le prof, ceux qui sont avec le prof rouge et le prof bleu, on voit mieux. Donc l'information complémentaire vient aider, tout comme l'ordre vient aider. Le problème de changement d'échelle est un problème important, super important. Les algorithmes de type ressort, en force directive, sont en complexité n carré, ça veut dire qu'à chaque fois que, ça veut dire que vous êtes à puissance 2 par rapport à la taille des nœuds, et donc si vous avez beaucoup de points, d'une part vous allez avoir un graphique qui va être rempli de plein de choses, avec plein de superpositions, et en plus que pour arriver à ça et à un état stable, ça va vous prendre un temps infini. Et en plus, ça peut être un optimum local, donc pouvoir à plusieurs représentations. Donc la scalabilité est un problème,
qui peut être résolu par ce genre de problème, de ce genre de représentations qui sont un peu plus... Celui-là, là, il n'y a pas de problème d'algorithme à faire. C'est parce que c'est un arbre à chaque fois. C'est un graphe particulier qui s'appelle un arbre. Et là, on parle... Non mais là, oui, d'accord, mais tout à l'heure, tu vois, les misérables, tu peux aussi le faire sur un rond. D'accord. Ouais. C'est d'ailleurs une technique qui est assez facile de convertir un graphe en arbre. Absolument, ouais. Ouais, ça, j'en ai pas parlé, mais ouais. Et après, de rajouter ce qui est non-arbre comme étant des liens. Ok. C'est un truc Ouais. plus intuitif. Ouais, tout à fait. On prend Jean Valjean, on prend la deuxième âge. Voilà. Mais tu connais l'info avant, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Tu connais l'info avant, c'est pas tous les usagers d'Orange qui sont connectés. Voilà. Donc le changement d'échelle est un problème là-dessus. Alors voilà, j'avais un graphique, mais bon, je pense qu'on a plus de temps. Une des solutions est de séparer les problèmes, hein, de dire bon ok, on va essayer de couper les arbres et puis de représenter couper les graphes et de représenter des sous-parties des arbres. Donc on se dit tiens, ça j'ai identifié, c'est un groupe, ok, d'accord, il est connecté par lui, ça je suis. Donc faire un peu de ménage, comme on ferait effectivement quand on identifie des groupes. Ou quand on fait de la classif. Parce que finalement, là, on fait de la classif. Hein, on est bien d'accord qu'on sépare des gens et on regarde leurs interactions. On peut aussi agréger. Alors, je ne vous ai pas montré la version pas agrégée. Non, la version pas agrégée, je ne l'ai pas. Si, je l'ai sur un. Vous avez un gars qui a fait les connexions entre les blogs des partis politiques. Donc l'idée c'était qui renvoie ou parle de son blog, d'un autre parti, d'une autre personne sur un blog. Et ça donnait un airball que je ne sais pas pourquoi a disparu. Et bref, une des solutions, ça consiste à dire, plutôt que de regarder les choses individu par individu, on sait que ces individus appartiennent au même parti, faisons un graphe des partis, c'est peut-être plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu toujours la même chose, et on a beaucoup d'informations. Quand on a beaucoup d'informations, ce sera intéressant de d'abord le résumer avec ce qu'on sait, et là, essayer de voir des choses subtiles et complexes, comme les relations entre les individus. Pas de partir de toutes ces petites interconnexions, et qui vont un peu nous pourrir la vie, enfin, tout du moins, vont compliquer la vie, pour identifier un certain nombre de choses. Voilà. Alors ensuite, il était très tard, et je n'ai pas fait de conclusion, mais on va rester là-dessus, parce qu'il est super tard. La conclusion que moi je tire de ce petit exercice que j'ai fait devant vous, c'est que c'est un sujet qui est vachement pas évident, qui est vachement complexe algorithmiquement. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe quand on représente un graphe, il y a des tas de choses. Statistiquement, c'est compliqué. On peut caractériser des graphes. Est-ce que ça caractérise des populations? Je ne sais pas. Ça dépend des questions. Encore une fois, ça peut être intéressant de savoir quel est le plus court chemin pour aller d'ici à Saint-Pétersbourg en prenant uniquement les trains. Et ça, c'est éventuellement une question qui peut permettre de classifier si Toulouse est oui bien servi par le train, et si je prends ça avec toutes les destinations, etc. J'ai l'impression que beaucoup de gens se servent de réseau alors qu'ils n'ont pas de problématique de réseau. Ils représentent les données de réseau sous forme de graphes, parce qu'ils se disent c'est cool, j'ai des réseaux, je vais montrer ça, alors qu'en fait, l'information la plus intéressante n'est pas forcément dans ces interconnexions, et pas au niveau individuel. C'est pour ça que j'ai mis les deux avec, j'ai mis les graphes, enfin, les réseaux avec la carte, c'est que c'est la même problématique que dans la carte. Parfois, c'est pas la géographie qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Parfois, dans des données où j'ai des connexions entre individus, c'est pas les connexions qui m'intéressent, et je peux faire de la classification sur d'autres éléments, dont un élément qui est, tiens, j'ai tant de connexions, qui est un agrégé statistique, peu importe avec qui. Cette information-là, peut-être qu'elle est fondamentale, peut-être pas. Mais en tout cas, dans plein de représentations de graphes, on s'intéresse à des interconnexions et on ne les voit pas complètement, au détriment d'autres informations statistiques. Voilà, c'était mon... Non pas un message, parce que j'ai pas de message, mais c'était moi ma conclusion que j'avais tirée en faisant cet exercice pour vous ce soir. Voilà. Merci.